cette idée. En réalité, c'est directement lié au contexte national, l'évolution de la société algérienne, les fondements du monde tel qu'il est aujourd'hui, avec les enjeux, etc. Nous sommes le 7 octobre, 2 jours après l'anniversaire du 5 octobre, et on peut placer là l'histoire moderne ou récente de l'Algérie. Nous sommes un produit du 5 octobre. Djil Jadid est également un produit du 5 octobre. C'est l'occasion d'avoir une pensée pour ceux qui avaient donné leur vie ce jour-là et les jours qui ont suivi, car quelles que soient les analyses qu'on peut en faire, le 5 octobre a été un tournant capital dans la vie de la nation et j'aurai à expliquer pourquoi. Ce n'est pas pour revenir sur l'histoire. Le 5 octobre, ça remonte quand même à maintenant près de 25 ans, ou à 25 ans, et 25 ans ça peut paraître loin pour beaucoup, mais on est remis à l'ordre du jour, au bout du jour, par rapport à ce qui se passe dans le monde arabe, en Égypte, en Tunisie, etc. Et il y a un lien très puissant à faire pour comprendre ce qui se passe dans les pays arabes, pour savoir si on vit un printemps arabe ou non en Algérie, si on risque de le revivre une autre fois. Alors pour essayer d'aborder la question, il faut comprendre tout d'abord qu'une société est toujours très complexe et elle ne fonctionne pas toujours avec un seul curseur. C'est comme un peu les techniciens du son ou du film, ils ont plusieurs curseurs à la fois et il ne faut jamais perdre ça de vue. C'est-à-dire ce n'est pas toujours le régime politique est bon ou mauvais, est-ce que les gouvernants sont bons ou mauvais, et ça s'arrête là. Il y a tout d'abord la société en tant que telle comme une infrastructure générale, et vous avez un régime politique comme une superstructure. C'est l'infrastructure qui donne le sens à la superstructure. Un régime politique qui peut apparaître très archaïque, ancien ou totalitaire ou obsolète, mais il peut être en harmonie avec l'infrastructure sociologique. À ce moment-là, il y a une cohérence. C'est ce qui s'est passé en Algérie, par exemple, dans les années 60, dans les années 70. Quelle que soit maintenant l'idée qu'on se fait du régime algérien en 62 jusqu'au début des années 80, mais ça reste un régime qui était cohérent avec le reste de la société. Bien sûr, il y a quelques opposants par-ci par-là, et il y a quelques dérapages, il y a quelques erreurs, etc. Mais les valeurs qui sont portées par le régime sont des valeurs qui sont existantes dans la société. Vous avez dans certaines situations où la société et le régime sont en déconnexion. À ce moment-là, l'infrastructure répond à des valeurs et le système, la superstructure ou le régime politique répond à d'autres valeurs. Donc ce décalage va entraîner une crise profonde. En 88, la société algérienne avait besoin de sortir du carcan du parti unique, de la pensée unique, mais elle luttait aussi contre les difficultés économiques, contre l'injustice, contre un certain nombre de choses qui ne correspondaient plus à ses besoins. Mais la société algérienne n'avait pas encore la culture de la démocratie, ne comprenait pas comment doit fonctionner un pays, un état de droit, une démocratie, et donc la société algérienne ne s'est pas projetée dans un avenir où elle devait construire une démocratie. Et c'est l'une des raisons fondamentales de l'avortement de l'évolution en 88. C'est-à-dire que la société s'est rebellée, mais ne portant pas encore les valeurs d'une société qui fonctionne sur un mode démocratique, elle n'a pas su générer, en tant qu'infrastructure, elle n'a pas su générer une superstructure qui soit ouverte et démocratique. Pour mieux comprendre cet aspect, on peut immédiatement prendre un exemple. Lorsque le mur de Berlin est tombé en 89,
la société par exemple tchécoslovaque ou hongroise ou polonaise a très rapidement éliminé la superstructure, le régime autoritariste communiste, et elle a créé très rapidement un régime démocratique. Et ça s'est passé sans heurts. Je dis ça pour comprendre qu'une démocratie et un état de droit ne peut pas être de la décision d'un pouvoir quel qu'il soit, mais il faut que l'idée sous-jacente soit portée par la société elle-même. Et là, je vais donner quelques exemples pour bien saisir ce que je dis. Quand on remonte dans les années 70, dans la société algérienne, il y avait un certain nombre de valeurs. Les valeurs qui régissaient les rapports dans la famille, à l'école, à l'université, au travail, à l'administration, dans l'État. Ces rapports donc, relèvent d'une échelle de valeurs. C'est-à-dire comment on considère la relation d'autorité. C'est extrêmement important. Et j'y reviendrai. Comment on considère la relation entre les différentes composantes de la société. Après 1988, l'Algérie est rentrée dans une évolution très lente, mais au vu de l'histoire très rapide. Et là, il y a eu des changements d'ordre anthropologique. C'est-à-dire on a touché à des valeurs qui sont dans l'inconscient collectif et qui ont été changées. Et c'est pour ça qu'on a vécu dans les années 90 des moments extrêmement douloureux, avec une violence extrême dans la société et qui sont dus à cette déstabilisation des valeurs anthropologiques. Je donne des exemples. Au début des années 80, lorsque la police s'est ouverte par exemple à la jante féminine, une femme policière qui arrête un automobiliste qui lui réclame ses papiers, souvent il le refusait. Il refusait d'obtempérer, il ne reconnaissait pas l'autorité d'une femme policière parce qu'il estimait que dans son échelle de valeurs, la femme ne pouvait pas avoir l'autorité sur l'homme. Aujourd'hui, en 2013, il n'y a plus du tout ce sentiment. Ce sentiment n'existe pas. Une femme peut être policière, elle peut réclamer les papiers, mais elle peut être aussi magistrate, elle est juge, elle peut mettre un homme en prison, ce qui était inadmissible dans les années 70. Un homme qui se voit condamné par une femme en tant que juge et qui le met en prison, c'était une atteinte profonde à sa dignité d'homme. Or aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Un autre exemple, toujours dans ces valeurs anthropologiques. Dans les années 60-70, les enfants, par rapport à leurs parents, avaient une relation où ils acceptaient totalement l'autorité des parents. Et cette autorité se fondait sur un rapport de force. C'est-à-dire l'enfant ne lève pas les yeux sur les parents, sur le père. Il ne rit pas devant lui. Il y a énormément de choses qu'il s'interdit de faire. Lorsque le père rentre à la maison, les enfants vont se taire, ils vont se mettre dans un coin, ils ne réclament rien, et si le papa il gronde, les enfants ont peur. Ce type de rapport où il y a une autorité de fait était reproduit dans la société. L'enfant à l'école avait peur du maître ou de la maîtresse. Et s'il était un peu turbulent, le maître ou la maîtresse pouvait le taper. Alors, on allait à la violence physique. Ça se passait de la même façon à l'université. Ça se passe de la même façon dans le milieu professionnel. C'est-à-dire lorsque quelqu'un est engagé dans une activité professionnelle, il doit de la même façon répondre à l'autorité de son supérieur sans se poser de questions. D'ailleurs, le rapport d'autorité et le rapport de force est tellement imprégné, tellement la mentalité de la société, que vous pouvez avoir, par exemple, dans certains cas, on prend, pour caricaturer, vous voyez un ministre, les gens ont peur de lui. Ses employés, ses collaborateurs, ils se mettent au garde à vous devant lui, il peut devenir colérique, il a des moments de réaction un peu presque violente, mais cette même personne, devant son supérieur, devient l'inverse. Un ministre devant un président de la République, il n'a plus aucune personnalité. Parce que dans son inconscient, il a compris que
ce qui régit le rapport entre les gens, c'est le rapport de force. Si tu es en position de force, tu écrases celui qui est en dessous. Mais si c'est toi qui le subalterne, tu dois accepter que ton supérieur t'écrase. Or ça, en 2013, ce type de rapport a fondamentalement changé. Il y a ici des papas, je leur pose la question, est-ce que vos enfants acceptent de vous un rapport de force? Lorsque votre enfant vous demande les clés de la voiture, vous ne pouvez pas lui dire non. Vous n'aviez pas le courage de demander les clés de la voiture à votre père, au cas où il la possédait. Mais aujourd'hui, si vous êtes papa et vous avez une voiture, il faut vous expliquer, je ne peux pas te prêter la voiture parce que j'en ai besoin, je vais sortir. C'est-à-dire qu'on est passé d'un rapport de force qui gère la société à un rapport de raison. Maintenant, il faut expliquer, il faut donner des arguments. Et ça se reproduit de la même façon à l'école, au lycée, à l'université, mais aussi sur le lieu de travail, partout. L'ancien mode n'a pas totalement disparu, mais le nouveau mode est en train d'envahir la société. Et c'est pour ça qu'on dit souvent les Algériens sont têtus, ils ont la tête dure, ils sont indisciplinés. En fait, ils n'acceptent plus de fonctionner sur le rapport de force. Ils exigent maintenant un rapport de raison. Autre mode qui a changé, c'est le rapport entre maintenant l'homme et la femme dans la société. La femme maintenant, parce qu'elle a été instruite, ça c'est par rapport aux années 70, elle agit dans l'espace public, elle a gagné sa place, et l'homme ne comprend pas toujours cette irruption de la femme dans cet espace public. Et autant ça a été extrêmement dur pour lui, parce que l'homme a été éduqué, il faut le comprendre ça. Le garçon a été éduqué comme le roi dans la famille. Et quand il atteint un certain âge, il s'aperçoit qu'il n'a pas tous les instruments pour s'imposer. Et que souvent c'est sa sœur, ou la voisine, ou la femme, en tout cas, qui s'impose parce qu'elle travaille mieux, parce qu'elle est plus sérieuse, parce qu'il y a beaucoup de raisons à cela. Donc tous ces rapports qui sont en train de changer ont fait que la société algérienne a changé dans ses valeurs anthropologiques et ne peut plus être gérée comme avant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'infrastructure sociologique dont je parlais, elle a beaucoup évolué. Et elle a besoin maintenant d'une superstructure politique, donc d'un régime politique, qui fonctionne en cohérence avec elle. Or, notre régime politique est un régime qui a été dessiné et construit dans les années 50, sur une mentalité, une psychologie des années 50, et qui n'a pas changé fondamentalement, et qui ne veut pas lâcher. Donc on est dans un décalage total entre une société qui aspire à quelque chose de nouveau et un régime qui est resté bloqué sur les années 50 et les années 60. Et je le dis d'autant plus que autant la génération d'aujourd'hui, de 2013, a évolué sur les valeurs anthropologiques. Autant la génération qui a géré le pays en 62 avait les mêmes valeurs anthropologiques que les générations précédentes, parce que le monde n'était pas entré dans une évolution aussi rapide, parce que l'information ne circulait pas, parce qu'il n'y avait pas la parabole, il n'y a pas l'internet, il n'y avait pas l'instruction, c'était une société complètement illettrée. Mais la génération qui a pris le pouvoir en 62 était différente des précédentes parce que psychologiquement elle avait été sublimée par la révolution. En 62, il faut se mettre à la place de l'actuel président, de tous les anciens membres du gouvernement du temps donc en 62. C'est des gens qui avaient 22, 24, 25 ans, 27 ans et qui voilà qui héritent d'un pays. Ils avaient fait presque un coup de poker en 54. C'est vrai qu'ils avaient joué le tout pour le tout. Ils ont gagné un pays. Alors, imaginons, très souvent dans les milieux du travail, quand quelqu'un est promu à un poste de directeur, déjà ça lui monte à la tête. Mais quand vous avez des gens qui n'existaient pas, qui n'avaient pas l'entière citoyenneté, qui n'étaient pas citoyens d'un pays, qui étaient en seconde zone, des indigènes, et puis d'un seul coup, ils se disent, on a vaincu la 4e puissance militaire dans le monde, on a renversé
les rapports de force internationaux et on se retrouve à la tête d'un pays. Imaginez ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Donc en 62, on n'avait plus affaire à des Algériens qui répondaient aux mêmes normes que les Algériens des années 40, 50, etc. Bien que sur le plan des valeurs, c'était les mêmes. Mais sur le plan psychologique, ils étaient sublimés, ils étaient complètement différents. Et c'est ce qui explique que cette génération-là n'a pas lâché le pouvoir et ne le lâchera pas jusqu'à sa fin biologique, parce qu'ils ont été trempés dans une ambiance psychologique tellement puissante qu'ils ne peuvent pas admettre qu'une nouvelle génération, qui elle est normale d'un point de vue psychologique, bien que différente sur le plan anthropologique, puisse venir les remplacer. Donc, nous sommes arrivés à un tournant maintenant. La société s'est régénérée. La société a changé et énormément depuis 88. Donc, si 88 a échoué sur le plan politique pour changer de régime, elle a par contre ouvert la voie à une évolution extrêmement rapide de la société. Parce que la parole a été recouvrée, parce qu'il y a eu une presse multiple, parce qu'il y a eu plusieurs partis, même si ces partis n'ont pas présenté toujours des programmes très cohérents, même s'ils n'avaient pas toujours une démarche efficace, tout ça est vrai, mais en même temps, ces idées contradictoires dans la société, cette possibilité de s'exprimer de façon différente les uns des autres, tout ça a fait que les Algériens ont beaucoup réfléchi, sans oublier la décennie de violence extrême, et la violence souvent apprend beaucoup au peuple. D'ailleurs, tous les peuples dans le monde ont beaucoup évolué sous la pression de la violence. Les guerres, les guerres internes, les guerres externes, etc. Donc les Algériens ne font pas exception. Ce qui fait que maintenant, en cette première décennie du XXIe siècle, la société algérienne est mûre, elle a changé, elle a gagné certaines nouvelles valeurs, elle en a perdu d'autres. Elle s'est améliorée dans certains aspects, elle s'est détériorée sur d'autres, mais en gros, elle a changé l'emplacement de ses curseurs. Les curseurs ne sont plus placés au même endroit. Donc la société a globalement évolué, le régime politique, lui, est resté exactement sur l'ancien esprit, l'ancienne psychologie, l'ancienne mentalité. Là, le pouvoir est tellement fragile. De ce point de vue, dans cette construction, je ne parle pas maintenant de la dimension actualité et politique, on en reviendra après. Mais dans sa construction par rapport à sa relation avec la société, ce pouvoir est tellement fragile que, inévitablement, maintenant, on est arrivé au dernier quart d'heure de ce régime qui va forcément changer fondamentalement et laisser place à un régime politique qui va répondre aux besoins, il va répondre à l'aspiration de la majorité. Pour faire le lien avec ce qui se passe maintenant sur la scène internationale, puisque souvent cette question revient, est-ce que ce qui se passe en Égypte, par exemple, ça vous rappelle ce qui s'est passé en 88 en Algérie? L'Égypte est au même endroit historique que l'Algérie en 88. Parce que l'Égypte, dans son infrastructure sociologique, n'a pas gagné, n'a pas encore intégré les valeurs d'un fonctionnement démocratique d'une société. Elle ne le sait pas encore. Ils n'ont pas encore intégré ces valeurs-là et ils ne peuvent pas imaginer comment ça doit fonctionner. Donc dans leur rapport, ils vont se crisper autour des axes idéologiques, exactement comme ça s'est passé en 88, c'est-à-dire à ce moment-là, on avait des idées inconciliables. Il y avait ceux qui défendaient la laïcité, mais qui en fait voulaient repousser toute dimension religieuse du terrain politique, comme ceux qui défendaient l'intrusion de la religion dans la dimension politique pour gérer. Et ces deux visions étaient totalement inconciliables parce qu'elles étaient exclusives l'une de l'autre et les Algériens ne savaient pas se parler. Les gens qui voulaient avoir un État islamiste ne pouvaient pas parler aux laïcs parce que pour eux c'était une négation de leur être, de leur existence. C'était un problème existentiel qui se posait. Donc, lorsqu'il y a eu l'armée qui était intervenue en 88, elle est intervenue comme
un élément d'arbitre obligatoire, parce que sinon le choc à l'intérieur de la société devenait trop violent. C'est exactement ce qui se passe en Égypte. C'est pour ça nous on avait pris position lorsque Morsi a été enlevé. Nous avions dit oui, il faut reconnaître que c'est un coup d'État, parce que l'armée est intervenue avec sa force pour enlever un président qui avait été élu. Mais le problème est qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État que pour le pouvoir. C'est que le courant islamiste, qui était représenté par Morsi, avait dans leur vision, dans leur façon de gérer la société, derrière eux l'idée de transformer l'Égypte en frères musulmans. Morsi n'avait pas compris que l'Égypte avait voté majoritairement pour avoir un président à la place de Moubarak. Morsi avait pensé que les Égyptiens lui avaient donné mandat pour transformer l'Égypte en frères musulmans. Et ça, il y a aussi des franges, une classe moderniste en Égypte, et il y a toute l'armée qui ne pouvait pas l'accepter, et donc on est parti vers un choc. Et le choc que vit la société égyptienne maintenant, je le dis tristement, mais il va falloir plusieurs années, 15, 20, 25 ans, pour résoudre cette problématique, et pour arriver à un moment où, comme en Algérie, les représentants de Hamas vont aller rendre visite aux représentants du RCD. C'était absolument impensable dans les années 90. Ils ne pouvaient même pas faire une marche de protestation dans les rues d'Alger pour la même cause, ils ne pouvaient pas le faire côte à côte. Saadi ne pouvait pas se rencontrer avec Nahnah. C'était inconciliable, impossible. Maintenant, ça se fait tout à fait naturellement. Donc chacun a intégré un autre niveau d'identité. L'Algérien, maintenant, lorsqu'il se dit musulman ou même islamiste, mais il sait qu'il est algérien citoyen et que dans cette citoyenneté, il va rencontrer aussi le laïc, il va rencontrer l'athée, il va rencontrer peut-être le chrétien, même s'il est rare, mais il existe en Algérie, il va rencontrer des gens d'autres croyances, et donc il y a une forme de tolérance qui s'est insinuée à l'intérieur de l'inconscient collectif, qui permet ce rapport de citoyenneté et qui nous fait sortir des enjeux très crispés et des enjeux de choc frontal. Donc ça, c'est une évolution extrêmement positive, où on intègre petit à petit cette idée de citoyenneté, où les partis politiques s'ouvrent à d'autres croyances dans la société sans les exclure définitivement. Donc voilà un peu ce que je voulais mettre en place, cet aspect-là, cette dimension de changement de valeurs anthropologiques à l'intérieur de la société va entraîner ipso facto dans quelques mois ou dans de courtes années, c'est-à-dire sur le plan historique dans très peu de temps, va entraîner un changement fondamental dans la superstructure qu'est le régime politique en lui-même, et on va avoir par la force des choses non seulement de nouvelles têtes au pouvoir, mais une nouvelle démarche, une nouvelle méthode, une nouvelle mentalité, une nouvelle psychologie, et ça va se faire naturellement. Alors que dans le cas de l'Égypte, ils vont devoir passer par des moments beaucoup plus douloureux, et dans le cas tunisien, où ils vont être dans la situation intermédiaire. Parce que malgré tout, le régime de Bourguiba, et même la suite avec Ben Ali, ils ont permis cette évolution du Tunisien par la culture, par l'instruction, par l'ouverture sur l'Europe, par l'Internet, etc. Ils ont permis aux Tunisiens d'intégrer la dimension multiculturelle de tolérance et d'ouverture. Ce qui fait que le Tunisien en général, la société tunisienne, ou son élite, a suffisamment évolué pour qu'aujourd'hui, elle imposera également, avec quelques soubresauts, avec quelques dérapages, c'est tout à fait normal dans un processus révolutionnaire historique, elle va finir par imposer un régime plutôt démocratique, d'état de droit et relativement stable. Donc, ça va être un gain aussi pour l'Algérie, c'est pour ça qu'on a intérêt à aider les Tunisiens. Pour les Libyens, ça va être beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Donc, pour revenir maintenant à Djil Jadid. Dès 2009,
on savait qu'à un moment donné, dans les quelques mois qui allaient venir, il allait y avoir une fenêtre de tir. Lorsqu'on discutait en petits groupes avec les amis, on se disait cela. Il va y avoir une fenêtre de tir qui va apparaître. Cette fenêtre de tir, c'est exactement comme la NASA va lancer un satellite. Ils ne peuvent pas le faire n'importe quand. C'est-à-dire il y a des petites périodes d'ouverture où ils peuvent se permettre de lancer leur objet céleste. La même chose en Algérie. Il allait y avoir une fenêtre de tir, il fallait s'y préparer. Cette fenêtre de tir allait s'ouvrir parce qu'il y avait ce décalage entre la société et le régime politique. À un moment donné, il allait y avoir cette tension qui allait créer un espace où on pouvait bouger, où on pouvait agir. Donc en 2009, on avait lancé un site sur Internet qui s'appelait Forum démocratique. C'était dans l'intention d'ouvrir un débat un peu plus, disons, intellectuel de ce qui se passait dans le pays. Et puis, dès janvier 2011, nous avions lancé avec des amis l'initiative pour créer un parti politique, dont la première réunion s'était tenue le 11 mars 2011, le temps où le ministre de l'Intérieur disait qu'il n'est pas question de donner des agréments aux partis politiques. Et nous avions fait une petite conférence de presse le 13 avril, soit 2 jours avant l'annonce des réformes présidentielles, pour annoncer officiellement la naissance de Jil Jadid, pour vous dire qu'il n'y a pas de lien direct entre la décision politique et notre décision de créer le parti. Je savais, c'était inéluctable que le régime devait s'ouvrir, il n'avait plus le choix. Donc, nous ne sommes pas le produit d'un desiderata du pouvoir, nous sommes le produit d'une analyse de la société. Maintenant, pourquoi on a fait Jil Jadid? On aurait pu aller à d'autres partis. Parce que justement, Jil Jadid va tirer le programme qu'il projette sur l'avenir de son analyse de la société. Si on n'a pas compris comment a évolué la société, sur quelle base, quelles sont les valeurs qui ont changé, quelles sont les valeurs qui ont disparu, quelles sont les valeurs nouvelles qui sont intervenues, et en complétant le tableau en disant quelles sont les valeurs qui nous manquent cruellement dans la société pour qu'elle devienne fonctionnelle, parce que nous avons un défaut dans la société, c'est à partir de ça qu'on va construire un projet de société. Parce qu'un projet de société, ce n'est pas un nombre de logements à lancer. On va construire 1 million de logements ou 2 millions. Ça, c'est une caricature de la caricature d'un petit programme que n'importe quel épicier peut faire. Ce n'est pas du tout de l'ampleur d'un projet de société. Donc le projet de société, c'est en gros comment résoudre les nœuds, les complexes qui sont dans la société aujourd'hui et qui bloquent notre société pour qu'elle évolue. Comment ouvrir les canaux, libérer les canaux pour que cette énergie à l'intérieur de la société évolue. Et ces canaux, on revient dessus. Comment passer de rapports de force dans la société à des rapports de raison? Comment l'État doit gérer sa relation avec le citoyen? Comment la classe politique doit fonctionner et travailler à travers une communication avec le citoyen? Comment gérer les grands problèmes que nous allons devoir affronter? Je vous dis par exemple, ça on l'a écrit il y a plusieurs années, l'Algérie va devoir faire face par exemple à un grave problème de société qui est la démultiplication du divorce. Pourquoi il y a autant de divorces aujourd'hui? Ça a une explication et c'est aux politiques de préparer ce problème-là. Parce que tout simplement, la femme a beaucoup évolué et elle est rentrée dans l'espace public. L'homme a dû reculer dans les années 90. Je vous rappelle comment les gens qui parlaient de l'État islamiste disaient qu'il fallait remettre les femmes qui travaillaient, le peu de femmes qui travaillaient à ce temps-là, il fallait qu'elles rentrent chez elles et donner le travail à l'homme. Aujourd'hui, ce type de discours a disparu. La femme a pris sa place dans l'espace public. Mais dans l'espace privé, il est difficile pour l'homme d'accepter de tout partager avec la femme. Autant la femme maintenant exige un rapport tout à fait équilibré. Parce qu'elle participe au ménage, parce qu'elle travaille très souvent, elle apporte la paye, elle ne comprend pas qu'elle contribue de la même façon au ménage, mais une fois rentrée à la maison,
c'est elle qui doit avoir la charge des enfants, de la cuisine et des autres. Donc il y a des tensions. L'homme, lui, est encore imprégné de l'ancienne vision de choses et il ne l'accepte pas. Il a l'impression qu'il y a une atteinte à son honneur. La femme ne comprend pas, elle est dans son bon droit et elle doit participer. Donc ces tensions vont se démultiplier dans la société et on va aboutir à l'augmentation importante des divorces. Mais le divorce, c'est pas pour qu'on intervienne là et régler le problème des gens dans leur intimité, mais parce que ça pose des problèmes. Comment éduquer les enfants? Comment protéger le noyau familial? Est-ce que maintenant la femme qui a des enfants lui crée un statut dans la société quand elle est divorcée, etc. Vous connaissez tous les problèmes qui sont dépendants de ce rapport-là. Par exemple, est-ce qu'on peut donner des logements à la femme célibataire ou pas? Et ça pas d'un point de vue bac théorique, parce que ça a une relation immédiate avec la société. D'autres problèmes dans la société se posent. Quel programme éducatif pour nos enfants? Il ne s'agit pas, le ministre de l'Éducation passé, qui avait exercé pendant 15 ans, en 2011, il s'est aperçu que les enfants ne savaient pas lire. Mais c'est grave ça. Mais les enfants maintenant à l'école, il ne s'agit pas de leur apprendre à lire. Il s'agit de leur ouvrir leur esprit, qu'ils aient une autonomie, un esprit critique, qu'ils sachent prendre une décision par eux-mêmes. On ne doit pas formater un enfant comme on formate son ordinateur, pour qu'ensuite on lui injecte des logiciels où il doit répondre comme un robot. Un enfant, on doit lui donner sa capacité à créer par lui-même sa vision du monde, sa volonté à participer dans la vie sociale, politique, etc. Donc à créer un mouvement. On le voit aujourd'hui. L'école de Bembouzid, pendant 25 ans, a neutralisé les Algériens. Aujourd'hui, les gens n'osent pas prendre l'initiative, n'osent pas parler, ils attendent les instructions. On le voit également dans la classe politique. La classe politique est formatée pour ne bouger que si elle a un feu vert ou que si c'est possible. Donc, il faut préparer la société aux nouveaux enjeux. Donc voilà un autre problème de société. Il y a aussi à régler le rapport de la religion avec le vécu quotidien. Est-ce que la religion doit être vécue à l'intérieur de la maison, dans un espace purement privé, ou est-ce que la religion a également légitimité à participer à la vie collective? Quelles sont les limites? Quels sont les rapports entre le fiqh, le droit musulman, et l'état de droit, entre les droits du citoyen et la définition de l'homme et de la femme par rapport à sa religion, etc. Là aussi, il faudra amener de vraies propositions. Il y a aussi la dimension identitaire. Il faudra régler fondamentalement ce problème-là. Est-ce que nous considérons, nous, Algériens, que nous sommes des Arabes au sens des Arabes d'Arabie Saoudite? Est-ce qu'il faut qu'on s'habille comme eux, qu'on parle comme eux, qu'on se comporte comme eux? Ou bien, en Algérie, nous sommes quelque chose d'autre, avec une dimension amazigh qui est extrêmement prégnante, qui est puissante, qui est là, même pour ceux qui ne parlent pas kabyle, ou chaoui, ou mozabite. Mais est-ce que dans leur mentalité, dans leur comportement, on n'est pas très fortement imprégné par quelque chose, par ces valeurs anthropologiques dont je parlais, dans la structure familiale, dans le mode de vie, dans le mode de comportement, etc. Là aussi, il faut qu'on arrive à résoudre. Parce que lorsqu'il y a un vide, on a vu dans les années 90 comment des us et coutumes complètement étrangères à la société algérienne qui commençaient à être importées et injectées dans notre société en créant des troubles dans le comportement de la société. Donc, un vrai programme, un projet de société doit être construit prenant en considération l'évolution de la société, l'évolution de ses valeurs conscientes et inconscientes. Et il faut prendre en considération comment monter cette société-là pour qu'elle devienne cohérente, homogène et efficace. Tout cela pourquoi? Pour avoir sa place dans un contexte international. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'Algérie ne vit pas sur une île. On n'est pas en autarcie. Nous vivons dans un monde où il y a des enjeux internationaux. Ces enjeux sont économiques, ils sont également
écologiques, ils sont également stratégiques. Il y a un problème devant nous qui est démographique, qui est alimentaire. Il y a des espaces vitaux à protéger ou à conquérir. Il y a des matières premières qui se raréfient. Il y a donc des enjeux immenses qui sont en train de se dérouler, mais les Algériens sont complètement à la marge. Donc ils ne sont prêts ni à affronter leurs propres problèmes internes, les problèmes de fond, ni à affronter les vrais enjeux internationaux. Donc voilà en gros pourquoi Djil Jadid a été proposé, pourquoi Djil Jadid est en train de s'organiser. Non pas pour aller comme ça fièrement vers des élections et se proposer à parler aux médias et à montrer son savoir, entre guillemets, mais au contraire, pour éveiller une conscience, former des cadres. Et nous sommes en pleine formation. Nous formons aujourd'hui quelques j'allais dire dizaines, 10, 20, 30 personnes qui sont en pleine formation, mais dont le projet est d'élargir cette prise de conscience, cette formation-là. Deuxièmement, toute notre démarche est comment renouer un dialogue entre une classe politique, des hommes politiques, des femmes politiques, avec la société. Comment renouer ce lien? Et c'est pour ça que l'homme politique doit aller au fin fond du pays, doit aborder les citoyens chez eux. Ce n'est pas du tout une honte d'entrer dans un café, parce que le citoyen aujourd'hui a tellement été coupé de la classe politique que le citoyen ne va plus aux politiques. C'est aux politiques d'aller aux citoyens. Et le citoyen se trouve dans des lieux, sur le trottoir, à l'arrêt de bus. Et c'est pour ça que nous avions mené 2 campagnes, plus ce qui se passe entre les campagnes, sur le terrain, dans ce sens-là. Au lieu de rameuter avec de l'argent, de ramener des gens et de les entasser dans une salle pour dire nous sommes nombreux, je préfère aller parler avec 5, 10, 15 personnes citoyennes et essayer d'établir un lien avec ces personnes que de ramener 200 ou 300 personnes qui n'ont rien à faire avec la politique, qui viennent manger un sandwich, faire une promenade en bus et repartir gaiement chez eux. Donc voilà toute la différence de la démarche, et je peux vous assurer que les citoyens comprennent très bien le message, qu'ils comprennent le discours, que lorsqu'on leur dit nous voulons comme objectif principal construire un état de droit, ils savent très bien que l'état de droit signifie la loi au-dessus de tous les citoyens, que le simple ouvrier ou le chômeur ou le président de la République doivent tous être citoyens, donc sous couvert de la même loi. Lorsqu'on dit qu'il faut dorénavant construire cet état de droit avec des procédures démocratiques, donc faire associer le citoyen à son vécu, à la décision de son avenir, qui implique ses propres enfants, sa propre vie. Tout cela, il le comprend très bien. Ce n'est pas du tout un discours élitiste comme le pensent certains. C'est un discours qui passe, que les citoyens comprennent, acceptent sans aucun problème. Donc voilà en gros ce qu'essaye de faire Djil Jadid, sur quelle base on essaye de faire ce travail-là. Et peut-être qu'il y aura d'autres questions sur d'autres aspects, ça sert avec plaisir, et désolé si j'ai pris plus de temps qu'il me fallait. Le fonctionnement de notre société aujourd'hui et les valeurs anthropologiques. Alors, je vais peut-être rebondir sur un peu cette relation que vous avez établie durant votre exposé sur la superstructure qui est représentée par le pouvoir et par la société algérienne qui est en perpétuelle mutation. Alors, vous avez donc évoqué une inadéquation aujourd'hui entre cette superstructure et la société algérienne. Ma question est simple, quelles sont les barrières à lever pour que, justement, cette superstructure ne continue plus d'exercer comme elle l'a fait 50 ans auparavant? Premier aspect, peut-être la révolution, la légitimité historique qui reste toujours d'actualité chez nous, 51 ans après l'indépendance. Merci. Bon, je pense que la légitimité historique n'est plus qu'un mot, il ne véhicule plus rien, il a été vidé de son sens. D'ailleurs, j'avais à l'occasion écrit un article qui parlait de la symbolique de novembre. Les gens au pouvoir ont consommé le capital symbolique de la révolution algérienne. Or, la révolution algérienne, par sa symbolique, est l'un des fondements essentiels de la nation algérienne ou de l'État algérien, parce que l'État algérien est consubstantiel
à l'action nationaliste. Et d'ailleurs, ça pose d'autres problèmes, on pourra en parler. Je crois que maintenant, le mot légitimité historique est totalement vidé de sa substance, à tel point que ceux qui sont au pouvoir, qui théoriquement proviennent du courant nationaliste, n'ont plus rien de nationaliste dans leur comportement. Ils ne pensent pas à l'Algérie en tant que nation, ils ne pensent qu'à leurs intérêts particuliers. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur le plan factuel, sur le plan politique et non plus sur le plan intellectuel et philosophique? On a dit, notre objectif est l'état de droit, qu'il faut y aller par un processus démocratique, pas par un processus révolutionnaire, parce que ça pose des problèmes beaucoup plus graves pour la suite. Et c'est un processus qui échouera. Maintenant, on est à un tournant. Il faut que la société qui commence à s'éveiller à la nouvelle conscience, et essentiellement dans sa classe, dans son élite, c'est-à-dire ses universitaires, ses cadres, les journalistes. On en a vu le 5 octobre des journalistes sortir pour dire non au 4e mandat, où on voit par exemple une initiative faite par la société civile, dont Sefaran représente le groupe qui est là. Ça, ce sont des éléments qui montrent que la société maintenant veut se prendre en charge. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois prochains? Nous avons un rendez-vous essentiel, la présidentielle 2014. Ce n'est pas un rendez-vous comme les précédents. Et il faut le prendre très au sérieux et le considérer comme une occasion pour un tournant fondamental dans l'histoire du pays. Voilà l'occasion extraordinaire pour pouvoir faire partir un pouvoir, une superstructure, donc un régime politique qui n'a plus d'actualité, mais le faire partir tranquillement et le remplacer par une nouvelle vision dans le cadre d'un changement démocratique. Comment ça peut se passer? Il y a trois acteurs essentiels, une équation à 3 termes fondamentaux et un 4e qui est, je peux dire, secondaire, mais qui va intervenir. Quels sont ces 3 acteurs? Premièrement, vous avez le pouvoir actuel. Comme je l'ai décrit tout à l'heure, c'est un pouvoir qui est maintenant totalement déconnecté de la société. Entre parenthèses, en janvier 2011, lorsqu'il y a eu quelques émeutes, l'ex-ministre de l'Intérieur, M. Ould-Qabia, avait eu cet aveu extraordinaire, et ça n'a pas été rapporté autant que j'aurais souhaité. Il avait dit, on ne comprend plus les jeunes. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent. C'était un aveu, et c'est la vérité. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce que M. Ould-Qabia parle toujours une langue très ancienne, sur le code politique, le langage conventionnel politique, il est en train de parler l'araméen. Et aujourd'hui, les Algériens parlent la langue informatique. Donc, ils ne comprennent pas. Donc, ça signifie que le pouvoir est très faible. M. Bouteflika et le clan qui l'entoure, même, soi-disant, les jeunes, ceux qui sont un peu jeunes autour de lui, M. Amara, Ben Younes, M. Roul et d'autres. En réalité, c'est comme une usine qui produit des éléments neufs, mais conçus très longtemps. L'usine tracteur Sirta, elle vous fait sortir le même tracteur qui était conçu il y a 40 ou 50 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre fonction supplémentaire. Donc le produit semble être neuf, mais il est conçu vieux. Donc le régime Hada est très faible. M. Bouteflika veut faire semblant d'être fort. C'est pour ça qu'il a opéré ces changements gouvernementaux. Moi je vous dis que la lecture était très fausse. Lorsqu'un président de la République exclut des franges importantes de ses propres soutiens, les gens qui ont été ministres avec lui pendant 15 ans, il les a chassés. Parce que simplement ils ont eu le doute sur sa maladie. Ça veut dire que c'est un homme qui a peur. M. Bouteflika et son clan sont en train de paniquer. Ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir le pays. Et donc c'est un pouvoir qui est très faible. Ça, il faut le comprendre. Et il ne faut pas que la presse, au contraire, dise qu'il est fort et qu'il va se perpétuer. C'est un pouvoir qui est aux abois. Le deuxième acteur, c'est l'opposition ou la classe politique
y compris la société civile. Ce deuxième acteur est très fort, même s'il n'en a pas conscience. C'est l'inverse, c'est ça son problème. L'opposition est très forte d'abord par sa position morale. Parce que vis-à-vis du pouvoir, le pouvoir a fait beaucoup trop d'erreurs. Il a commis beaucoup trop de fautes. Par exemple, la faute ultime, la plus lourde de ces dernières années, c'est son comportement avec la Constitution en 2008, lorsqu'il s'est octroyé de lui-même, en manipulant les institutions, et de façon anticonstitutionnelle, il s'est octroyé le droit de rester président pour un troisième mandat, en trafiquant les urnes, mais en ayant d'abord traficoté, comme bon lui semblait, la Constitution 2008 qui limitait les mandats à 2. Voilà que 6 mois avant la fin de son deuxième mandat, le monsieur s'octroie le droit d'ouvrir les mandats. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens qui soutiennent le président et qui parlent d'un 4e mandat disent que la loi le lui permet. J'ai une seule réponse à cela. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Dans ces conditions, M. Bouteflika aurait pu convoquer le Parlement et dire une loi pour que dorénavant toutes les réserves pétrolières algériennes appartiennent à M. Bouteflika. Vous croyez qu'il n'aurait pas pu le faire? Il aurait donné une paye de 1 million de dinars aux députés, ils auraient tout voté, y compris lui octroyer tout son attraque pour lui. Donc, on n'a pas le droit d'exercer le pouvoir comme bon nous semble. Il y a des limites, comme son comportement vis-à-vis du Conseil constitutionnel. Il n'y a pas un seul mandat du Conseil constitutionnel qui a été fait dans les normes. Il a ramené un premier président de Conseil constitutionnel qui l'a ensuite laissé plus de 6 mois au-delà de son mandat. Le deuxième, pareil. M. Bessaïh a même fait passer des lois organiques en disant qu'elles étaient constitutionnelles, alors qu'il était hors mandat. M. Bel'iz est nommé 6 mois après, on lui change, alors qu'il est nommé normalement pour 6 ans. Donc voilà le comportement, et ça répond simplement à son état d'esprit qui date des années 40 et 50. M. Bouteflika ne comprend pas un état de droit. Lui, il pense que parler, séduire les gens, ça suffit pour diriger un pays. Aujourd'hui, il faut gérer un pays avec des normes, avec des règles, avec des lois, et en commençant par les respecter. Donc, vu les erreurs dramatiques accumulées par le pouvoir, vu son bilan qui est catastrophique, le bilan objectif. Je rappelle que le 30 mars, M. Bouteflika n'avait pas encore eu son problème de santé, n'a pas eu l'AVC, et nous avions organisé à ce moment-là une rencontre avec la presse pour leur dire non au 4e mandat et non à l'amendement constitutionnel. Parce qu'on voyait où ils allaient. Ils avaient déjà lancé le ballon sonde, ils voulaient même se donner 2 années de plus sur le mandat actuel, puisqu'ils l'ont dit sans honte, ils n'ont jamais rien démenti. Tout le monde sait que la commission Hadi, pour changer la constitution, on leur avait demandé de trouver une solution bricolée constitutionnelle pour faire passer une prolongation du mandat actuel à 7 années. 7 ans. Donc tout ça, c'est évident que le pouvoir a de mauvaises intentions. Donc il faut lui dire non. Il est en position, donc, un bilan économique désastreux. Notre dépendance aux hydrocarbures est toujours la même, 99%. Notre dépendance alimentaire est toujours la même, à 70%. Le secteur productif industriel est dans le marasme. Et puis surtout, l'école est détruite. Les valeurs dans la société sont cassées. Je ne sais pas si vous avez vu hier, le Soir d'Algérie, il a publié une demande d'un prédicateur connu, M. Sahnouni, qui était un acteur important du temps du fils, qui est un wahhabite salafiste, donc radical. Il a demandé une loi pour amnistier les gens qui ont détourné l'argent. Il leur a dit, on leur demande simplement de venir investir dans le pays. Voilà l'encouragement du vice et la répression de la vertu. Parce qu'en arabe, il dit النهي عن المنكر والامر بالمعروف هو قلبها. النهي بالمعروف والامر بالمنكر. C'est incroyable. Lorsque un religieux
brise les fondements moraux d'une nation pour essayer de gagner 2 ou 3 ou 10 milliards de dollars. Et c'est très grave. Qu'est-ce que pèse 10 milliards de dollars que peut-être ou plus qui ont été volés lorsque pour les récupérer on détruit un pays dans ses assises, dans ses principes? C'est ça, c'est extrêmement grave. Des peuples se sont battus simplement pour un principe. Alors qu'on voit les gens qui doivent porter la morale brisent la morale parce que quelque part, moi je doute qu'ils confondent entre Dieu et le veau d'or. Hein? Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment beaucoup la matière, aiment beaucoup l'argent et ils pensent que c'est ça l'ultime raison existentielle. Je finis le troisième élément qui est très important, je rappelle, pouvoir faible qui veut faire fort, opposition très forte mais qui n'a pas encore conscience de sa force. Troisième élément important, le peuple. Si le peuple bouge cette fois-ci, si au lieu d'appeler constamment le peuple à boycotter, comme l'ont fait certains pendant 20 ans, qui ont dit qu'ils représentaient le courant démocrate, et qui au bout de 20 ans vont négocier quelques quotas à l'Assemblée, ça c'est un drame. Il faudrait que le peuple démocrate, entre guillemets, ceux qui ont défendu la démocratie, demandent des comptes à ceux qui ont parlé en leur nom depuis 20 ans. Hein? Beaucoup de démocrates ont suivi ces leaders, mais il faut qu'on leur exige, comme on exige au pouvoir, on exige à ceux qui ont habitué le peuple algérien à sortir du jeu politique, à rester chez lui, à flatter son côté nihiliste, à lui dire ne combattez pas, taisez-vous. Qu'est-ce que ça vous a apporté de boycotter pendant 20 ans? Quel est le résultat effectif aujourd'hui? Est-ce que vous avez créé des partis politiques sérieux? Est-ce que vous pouvez mobiliser des gens? Est-ce que sur cette base vous avez augmenté votre capital moral? Non, monsieur. Eh bien, c'est le moment aujourd'hui de demander aux Algériens de rentrer dans l'arène politique. C'est le moment où les Algériens, au lieu de leur demander d'aller brûler les pneus, couper les routes et faire une révolte avec tous les risques qu'ils entraînent pour eux-mêmes, pour leurs amis et pour le pays, on va leur demander le jour du vote, mobilisez-vous un seul jour. Occupez les bureaux de vote et empêchez le trafic. Voilà un langage qui peut donner du courage au peuple. Si le peuple comprend que ce pouvoir est aux abois, que l'opposition est forte, qu'il y a une alternative et que le peuple peut être cet arbitre-là, tout changera. Voilà les trois acteurs essentiels, voilà les trois termes de l'équation. Je finis avec le quatrième qui peut intervenir, qui a un rôle, c'est l'étranger. Tout le monde sait que M. Bouteflika a mené une politique très conciliante avec les partenaires algériens. Tout le monde sait que M. Bouteflika a fait de l'Algérie un pays silencieux. Je sais qu'on dit que le silence est d'or lorsque la parole est d'argent et que peut-être il aime bien l'or. Mais le problème en politique, pour qu'une nation existe, il faut qu'elle parle, il faut qu'elle intervienne, il faut qu'elle dise ce qu'elle a à dire. Les États-Unis ou nos partenaires européens, la France et autres, n'attendent pas de l'Algérie pas que des petits marchés. Bien sûr qu'ils sont preneurs. C'est normal s'ils ont des marchés à prendre. Et aussi facilement. Bien sûr, pourquoi pas. Le monde a besoin d'une Algérie dans notre région qui soit forte, qui ait un mot à dire, qui intervient pour stabiliser la région. Or, ces régimes, tels que le nôtre, n'apportent aucune garantie pour l'avenir. Ni les États-Unis, ni l'Europe, ni la France ne vont jouer un copec, un centime, pour la viabilité de ce régime. Ce régime est construit sur un pilier central qui s'appelle M. Bouteflika. Et autour de ce pilier, il y a un chapiteau qui est fait par les Ammar. Ammar Saadani, Ammar Ben Younes, Ammar Houl. D'ailleurs, le RND, je leur propose, ils n'ont qu'à chercher un nom à Ammar. Comme ça, ça sera les quatre coins. Mais comme le pilier central est vermoulu, c'est le cirque Ammar qui va tomber. Alors, ce qui est bien avec vous, Sofiane Djeli, si vous répondez à tellement de questions, là je suis en train d'éliminer des chatrons, parce que je fais pratiquement tout ça. Bien sûr que c'est passionnant, en tous les cas, de vous écouter.
peut-être je vais rebondir d'abord sur l'étranger, puisque vous venez d'en parler. Monsieur Al-Habib, qui était assis à cette même place il y a quelques semaines, disait et saluait l'arrivée de Rantan Lamamra aux affaires étrangères. Et dans tout le remaniement ministériel, dans tout le changement du gouvernement, c'est la seule chose qu'il a saluée. Il a dit enfin, on a un ministre des Affaires étrangères qui pourra plus ou moins porter la voix d'Algérie. Est-ce que vous êtes du même avis sur ça pour Je ne connais pas personnellement M. Rantan Lamamra. Il est vrai qu'on en dit du bien, mais c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Et l'Hirondelle ne fait pas de printemps. Depuis que M. Bouteflika est venu, il a tenu à mettre des ministres des Affaires étrangères inexpérimentés et même non intelligents selon le programme. Le 27 avril, c'est une évidence. Le président de la République était atteint trop gravement et tout le monde sait qu'aujourd'hui, il ne marche pas, il ne parle pas, il n'a pas dit un mot aux Algériens depuis qu'il est rentré. Et à mon avis, il ne pense pas en tant que chef d'État. C'est la vérité. Donc il n'est plus à sa place. Il aurait dû dire aux Algériens, au moins par écrit, s'il ne veut pas faire discours, puisqu'il ne nous a même pas dit bonjour. Il n'a pas dit. Et là, ils nous l'ont montré à la télé, quand il recevait M. Gaïd Salah et M. Selleh. C'est une façon de nous dire, M. Bouteflika complote et intrigue, même directement. Il nous montre les images. Mais pour qu'ils nous disent bonjour, non. Donc ça doit suffire. Il aurait dû être remercié. Ils lui ont fait une fleur, j'imagine, autour de lui parce qu'ils tiennent à lui. Alors il aurait dû faire lire un communiqué pour dire aux Algériens, j'ai fait ce que j'ai pu, aujourd'hui je libère le pays et laissons